Bonsoir à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo présentation d'appareil, une sorte de top finalement d'appareil réflexe 35 mm disponible en vente en dessous 200 €. Alors cette limite des 100 €, bien évidemment, vous pouvez trouver ces appareils plus ou moins chers sur le marché dit classique, mais je me base sur le tarif auquel je les vends sur mon site internet, sur platifphoto.com, site de vente de matériel photo argentique de qualité. Ah, donc si vous vous intéressez déjà un petit peu à tout ce qui est matériel photo argentique, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe des milliers de références d'appareils. Donc voilà, donc je fais cette petite vidéo pour essayer de vous donner un petit point de départ pour choisir les bons modèles et trouver ce qui vous correspondra. On change pas une équipe qui gagne, toujours ce petit micro filaire, hein, bien sûr. Bon, ça commence à être l'habitude finalement sur cette chaîne de Platifphoto. Vous remarquerez également que j'ai changé quelques appareils ici. J'ai fait une sorte de placement de produit. Alors, c'est pas un placement de produit comme on a l'habitude de le voir sur YouTube, mais je place des produits qui sont actuellement disponibles sur le site platifphoto.com. Donc, cette magnifique perfecte jumelle photo haul des années 1900. Regardez-moi cette pépite actuellement disponible sur le site, hein, bien évidemment. Hop, voilà, donc comme ça, et puis je vais changer à chaque vidéo comme ça. Vous verrez quelle diversité vous pouvez trouver comme appareil argentique. Alors bien évidemment, cette liste que je vais vous faire après, et ce petit classement, elle est uniquement objective et ne correspond qu'à mon point de vue uniquement personnel, avec mon expérience de quelques années d'utilisation de matériel argentique. Donc il se peut que vous trouviez que certains appareils que j'ai mis dans la catégorie des moins bons achats, que vous soyez totalement outré qu'ils soient dans cette catégorie et que vous les aurez mis dans la catégorie du top du top. Ok, bon, on commence par la catégorie des moins bons appareils. Alors ils ne sont pas classés du moins bon au meilleur, c'est-à-dire que j'ai fait 3 catégories et je mets des appareils dedans, voilà, sans trop de classement, tout ça. On commence donc par toute la série des Zenith, donc Zenith TTL, 11, 12XP, E, EM, etc. Donc ces petits appareils russes, enfin je dis petits, c'est un peu des tanks dans le domaine parce que ça reste du matériel assez lourd et rustique. Ils ont moyen tout d'être limités aux bases uniquement de la photographie, c'est-à-dire de proposer des vitesses, un diaphragme et une cellule quand elle fonctionne, mais sinon voilà, ça va pas plus loin que ça. En plus les vitesses elles sont quand même assez limitées, on est en général du 1/30 au 1/500, c'est-à-dire vitesse élevée ça dégage, vitesse lente ça dégage. En plus on a eu pas mal de problèmes de fiabilité sur ces appareils, notamment les mousses du prisme interne qui se dégradent et qui au fur et à mesure du temps attaquent le prisme, donc il se peut que vous ayez une barre noire dans le viseur, très désagréable. Mais par contre, ils ont l'atout de proposer une monture M42. La monture M42, c'est quoi? C'est la monture actuellement où il y a le plus d'objectifs disponibles pour pas cher en plus. Enfin, pour pas cher. Vous avez très bien les Helios à 20 balles que les ingénieux à je sais pas combien. Mais voilà, donc ça permet d'avoir une très belle gamme d'objectifs à équiper dessus et de quoi se faire plaisir. Au niveau de la visée, visée médiocre, hein, j'ai envie de dire, parce que le prisme est assez sombre. Il suffit que vous utilisez un objectif avec une pas très grande ouverture. Là, c'est terminé. La visée est pratiquement impossible à faire précisément. Par-dessus le marché, il n'y a pas de stigmomètre dans le viseur. Alors, j'ai pas mal en parlé du stigmomètre dans cette vidéo. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, dans le viseur, sur certains des polis, vous avez comme 2 barres comme ça qui bougent quand vous faites la mise au point et votre sujet est aligné sur les 2 barres quand ça veut dire que le point est bien fait. C'est très pratique, notamment quand il n'y a pas beaucoup de lumière et même quand c'est en plein jour, c'est très agréable à utiliser. Je sais que moi c'est un paramètre qui est obligatoire quand j'achète un appareil et que je veux utiliser. S'il n'y a pas le stigmomètre, c'est niet. Donc les Zenith en gros à utiliser c'est pas ouf, mais vous pouvez en choper pour pas trop cher, souvent équipés d'objectifs intéressants, notamment les Helios 44M, 44M4, etc. avec des bokeh tournants, très appréciés des portraitistes bien évidemment. Ensuite il y a toute la série des Chinon Flex, Cosina E-Lite, Revue Superflex, etc. En fait ça c'est des boîtiers génériques en gros que les marques ont achetés
Ils ont juste mis ils ont juste mis leur nom dessus en fait, et ils ont mis un objectif à eux dessus. Et puis voilà, et puis après ils le vendent comme ça, mais bon. En gros, c'est tous le même boîtier, avec les mêmes caractéristiques. Au moins l'atout d'avoir des vitesses mécaniques, donc la pile fait pas fonctionner les vitesses, fait uniquement fonctionner la cellule. Généralement, ils sont en monture M42, donc ça, encore une fois, c'est intéressant à utiliser. Le prisme est souvent de qualité médiocre, pareil, pas de stigmomètre dans la plupart des cas. La cellule est souvent en difficulté quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Et elle a eu pas mal de problèmes de fiabilité, donc encore une fois, c'est pas vraiment des choix hyper intéressants. Mais ça permet d'avoir des boîtiers, encore une fois, qui sont fonctionnels pour pas cher. Alors parce qu'en fait, en soi, tous les appareils que je vais présenter là, vous pouvez faire des photos avec. C'est juste que ce sera plus ou moins agréable. Encore une fois, ça c'est appréciation personnelle. Ce sera plus ou moins agréable de les utiliser. Il faut trouver vraiment ce qui correspond à vos besoins dans une utilisation qui sera la plus agréable possible. Ok, donc on passe ensuite au premier Canon de ce top, le Canon AL1, où en fait il a une aide à la visée, moi qui m'agace un peu. Voilà. En fait, donc dans le viseur, vous avez trois LED. Une LED qui dit que la mise au point est faite, une autre qui dit que c'est trop loin, une autre que c'est trop rapproché. Comme si l'appareil vous dit que finalement vous n'êtes pas capable de faire une mise au point précise tout seul. Ça m'agace un peu. Par-dessus le marché, le cache-pile est très fragile et souvent cassé. C'est bien pour ça que j'en ai jamais vendu encore, parce que le cache-pile était à chaque fois déglingué en fait, il était fondu carrément. Donc ça, encore une fois, il y a des problèmes là-dessus. Au niveau des vitesses, pareil, il n'y en a pas en dessous de 1/15e. Donc effectivement, c'est pas les vitesses qu'on utilise tous les jours, mais bon, ça peut handicaper dans certaines situations. Donc cet appareil, pas de vitesse lente, pareil. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est en monture donc Canon FD. C'est-à-dire qu'en plus, il y a pas mal d'objectifs à pas cher qu'on peut trouver, notamment, pas forcément des marques en Canon, mais tout ce qui est Makinon, Cosina, Tamron, etc. où il peut y avoir des focales intéressantes pour pas cher. Pour rester chez Canon, il y a toute la série des FTB qui, moi, pareil, je suis pas trop dans ce kiff-là. Encore une fois, bon, ça a le mérite d'avoir des vitesses mécaniques. Pareil, la monture en Canon FD qui peut accueillir plein d'objectifs. Malheureusement, la cellule est souvent fautive, un peu. Elle a souvent la maladie du clac 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 clac. T'as les soudures qui fondent à l'intérieur, donc c'est pas tout le temps le top. Pareil, le prisme est souvent attaqué par les mousses, donc encore une fois, si vous comptez les acheter sur le bon coin demain, il y aura peut-être ces soucis-là. Si vous les achetez sur le site platifphoto.com, il n'y aura aucun problème, parce que les appareils, ils sont nettoyés, ils sont révisés avec 2 mois de garantie. Donc ça, c'est dit. On passe chez Nikon avec toute la série des Nikon, les Nikormat. Encore une fois, ça fonctionne très bien quand c'est propre, mais quand c'est pas fonctionnel, c'est la galère. Pareil, la cellule est souvent en galère. Quand les vitesses marchent, c'est sympa. Quand les vitesses lentes sont à l'ouest, c'est une catastrophe à réparer. C'est d'une complexité à non plus savoir quoi faire. Pareil, souvent pas de stigmomètre. À la place, il y a des fois des microprismes. Les microprismes, alors comment ça fonctionne? Pareil, alors en fait, au centre du dépoli, vous allez avoir un petit rond avec une sorte de plein de petits carrés en fait qui vont se rendre flous quand la mise au point sera pas bonne et qui vont se rendre net quand la mise au point sera bonne. C'est-à-dire que vous avez les microprismes au centre, un cercle autour où c'est tout le temps net en gros. Et voilà, il faut s'aider de la mise au point au centre, des microprismes. Pareil, c'est pas ouf non plus à utiliser. Mais bon. On passe à la catégorie des appareils moyens. Alors, c'est pas des mauvais achats non plus, mais je les mets pas dans la catégorie des meilleurs achats parce qu'il y a toujours 2-3 trucs qui me chiffonnent un peu. Mais en soi, ça reste des bons investissements, ça reste des bons achats si vous trouvez ce que vous appréciez et s'ils sont encore une fois bien fonctionnels. On commence par le Canon AV1, qui est un appareil tout à fait sympathique à utiliser quand il est en bon état. C'est-à-dire que sur ces modèles-là, on a encore une fois le souci du cache-pile. Chez Canon, ils aiment bien les cache-piles un peu fragiles. On a le souci de cette porte, en fait, vous avez une petite porte comme ça qui s'ouvre pour laisser la pile, pour mettre le compartiment pile finalement. Cette porte a tendance à se fissurer et à se casser au bout d'un moment. Donc ça pareil, c'est fragile, mais bon, ça reste un très bon appareil. Il fonctionne en priorité diaphragme, donc vous choisissez la valeur du diaphragme. L'appareil vous dit dans le viseur quelle vitesse il choisira. Équipé d'un stigmomètre,
ça très agréable. Premier appareil équipé d'un stygomètre, tout à fait sympa. Et encore une fois, peut accueillir des objectifs en monture Canon FD, donc très grande diversité. Donc le Canon AV1, c'est oui. On reste chez Canon avec les premiers Canon EOS, c'est-à-dire Canon EOS 500, Canon EOS 1000. Alors, ces appareils, en soi, ça fonctionne très bien. Vous avez une compatibilité par-dessus le marché avec les objectifs en Canon EF numérique, en plein format. Donc si vous avez en plus un réflexe numérique, vous pouvez mettre les objectifs dessus et inversement. Ces boîtiers-là, c'est des bons compromis. Si vous faites déjà de la photo avec un réflexe numérique, vous ne serez pas trop dépaysé dans le cadre où en fait vous avez tous les mêmes modes de prise de vue. C'est-à-dire priorité diaph, priorité vitesse, manuel, vous avez parfois même des modes scène. Avec un appareil qui possède un autofocus, donc mise au point automatique. Donc ça, c'est les bons compromis si vous voulez faire de la photo argentique sans trop être dépaysé de votre réflexe numérique. On passe maintenant chez Minolta avec la série des Minolta XD. Pareil, il y a eu plusieurs versions. Ces appareils-là, en soi, ça fonctionne bien. Ça accueille la monture Minolta MD, donc pareil, belle gamme d'objectifs disponibles. Moi, il y a un truc qui m'agace un peu, c'est le système de déclenchement. En fait, quand vous appuyez sur le déclencheur, il y a un petit temps de latence, comme 0,5 secondes ou même moins, avant que la photo se prenne. Donc, c'est un truc qui m'agace énormément. T'appuies, t'attends un peu, la photo se prend. C'est pas comme ça que ça marche la photographie finalement. Tu appuies, ça prend la photo, point final. Mais alors, c'est pas un défaut. Enfin, c'est pas un défaut de fabrication. Ils ont fait le truc comme ça. Vu qu'ils servent de même base, les Minolta XD, les Leica R4, R6, etc. On retrouve ça sur ces modèles-là. C'est un système de déclenchement qui est différent, qui plaît à certains, qui ne plaît pas à d'autres. Moi, ça ne me plaît pas. Chez Fuji, on passe directement avec un appareil qui est en ce moment disponible sur le site petitphoto.com. Fujica AX1, ici présent, tout à fait sympathique à utiliser, mais quand même assez limité techniquement parlant. Il a les mérites de posséder un stygomètre, bien sûr. Il fonctionne en priorité diaphragme encore une fois, et en fait dans le viseur, l'appareil il va pas vous dire quelle vitesse précisément il choisit. Il va vous dire un couple de vitesses qu'il choisit. Donc en fait sur la gauche du viseur, voilà, vous avez l'échelle des vitesses, et à chaque fois c'est les doubles vitesses, c'est-à-dire que si la LED elle est sur un des couples, voilà par exemple, il va choisir entre un 60e, un 30e, un millième ou un 500e. Voilà, un quatrième ou un deuxième, enfin bref. Donc ça reste assez limité techniquement, mais en soi ça fonctionne très bien. Le petit défaut avec ces appareils-là, c'est que les objectifs sont quand même assez spécifiques. Donc on est sur de la monture Fujica X. C'est pas une monture où il y a énormément de diversité, c'est-à-dire qu'en soi vous avez juste les objectifs de la marque, donc les Fujinon. Vous n'allez pas avoir des objectifs distributeurs qui ont mis d'autres boîtiers, enfin d'autres objectifs dans cette monture-là. On reste chez Fuji avec encore une fois un autre appareil qui est disponible. Donc il y a beaucoup d'appareils sur petitphoto.com, je vous le dis direct. On a ici le Fuji, c'est pas un Fujica, c'est un Fuji AX Programme. Cet appareil, alors bon, il n'est pas très courant, mais bon, vu que je l'avais là, c'était l'occasion de vous en parler un peu. En fait, il fonctionne un peu comme un point and shoot. C'est-à-dire que vous n'avez aucune indication de quel réglage l'appareil va choisir. C'est-à-dire que vous êtes en mode diaphragme automatique, vitesse automatique. Vous pouvez juste choisir vitesse haute, entre guillemets, donc au-dessus d'un 125e, ou vitesse lente en dessous d'un 125e. Enfin, vous pouvez privilégier une plage de vitesse, mais vous n'aurez aucune indication sur quelle vitesse l'appareil va choisir. C'est bien pour les gens qui ne veulent pas trop se prendre la tête. Le boîtier est assez léger. Il est équipé d'un stygomètre, bien sûr. Petit défaut également de ce boîtier, il fonctionne avec un lecteur DX. C'est-à-dire que sur les pellicules, vous avez un petit quadrillage qui dit directement au boîtier quel est l'ISO de la pellicule. C'est-à-dire que sur ce boîtier, à moins de modifier le codage de la pellicule, vous ne pourrez pas pousser les pellicules en choisissant directement sur le cadran l'ISO que vous voulez. Mais en soi, ça fonctionne bien. De retour chez Minolta, avec la série des Minolta Dynax. C'est un peu le même délire que les Canon EOS, mais chez Minolta. Donc pareil, vous avez autofocus, vous avez tous les modes en vogue sur les réflexes numériques. Compatibilité avec les objectifs en monture Sony, Sony A il me semble que c'est. Donc si vous avez déjà un réflexe Sony, vous pouvez mettre les objectifs dessus en plein format toujours.
Donc en soi ça fonctionne, c'est léger, il y a hop, un flash intégré en plus. Donc c'est bien pour les gens qui veulent pas trop se prendre la tête. En réflexe toujours, il y a la série des EXA, donc les EXA 1A, B et C. Donc c'est des appareils à viseur poitrine. C'est-à-dire que c'est des petits boîtiers comme ça, vous regardez par-dessus et vous voyez directement ce qui se passe en face. Un peu, hop, bah, très bien, hop. Un petit peu en mode TLR comme ça, vous regardez par-dessus, vous voyez directement. Donc le EXA 1A, c'est pas celui que je recommanderais parce qu'il a une monture spécifique uniquement avec ces appareils, mais en soi ça fonctionne. Les deuxièmes EXA 1B et 1C utilisent la monture M42, donc ça c'est déjà plus intéressant à ce niveau-là. Il n'y a pas de cellule, donc on va utiliser une cellule externe ou alors une application sur téléphone. Il n'y a pas non plus une très grande gamme de vitesses lentes et élevées, ça va en général jusqu'à 1 centième grand max. Donc pareil, mais ça reste un petit appareil très sympa à utiliser et tout à fait rigolo. On passe dans la catégorie des top du top. Là, ce sont ceux que je recommande, alors soit pour commencer la photo, soit pour monter en gamme de réflexes. Et on commence directement par, on va commencer par quoi? Donc par le Canon T70 qui est ici. Ça, je sens que ça va faire grincer les dents. Mais moi je l'aime bien ces petits Canon parce que en fait je suis assez fan du look des années 90 vraiment. Hop, ici on peut voir vraiment. Alors c'est tout du plastique, hein, mais bon, ça reste assez solide entre guillemets, faut pas trop le jeter partout, mais ça reste des boîtiers que j'aime bien. Vous avez la monture Canon FD qui est présente, donc pareil, les objectifs à non plus savoir quoi faire. Un fonctionnement tout à fait simple, vous avez encore une fois des modes priorité vitesse, priorité diaph manuel. Avec, hop, vous pouvez choisir directement sur le petit écran au-dessus. Un viseur clair et agréable, équipé d'un stigmomètre. Donc voilà, c'est fiable quand ça marche bien. Malgré que l'écran soit un peu fragile, si vous en prenez soin, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Et c'est un appareil qui est motorisé, c'est-à-dire que vous n'avez pas de levier d'armement comme sur les autres appareils. Vous appuyez, vous faites une photo, ça passe directement à la vue d'après. Pour rester dans les appareils en monture M42, on a le Cosina CSM, alors qui a une gueule, moi j'aime bien, en plus c'est des boîtiers qui sont full black, donc peinture noire. Donc j'aime bien, tu as la monture M42, des vitesses mécaniques, le stigmomètre, pas de mode priorité diaphragme, mais bon ça reste du boîtier très sympa. En plus c'est fiable quand ça fonctionne bien, donc ça, Cosina CSM, c'est un oui. On va faire un petit tour chez les japonais du côté de chez Yashica avec le Yashica FXD. Donc pareil c'est un réflexe tout à fait sympa, avec des déclenchements très sensibles, électromagnétiques, donc c'est tout à fait agréable à utiliser. Équipé d'un stigmomètre, visée claire, objectif de qualité, en monture CY. C'est-à-dire que Yashica, sur ce coup-là, ils se sont alliés avec Contax. Donc c'est un peu limité du coup, mais vous pouvez mettre des objectifs de Contax sur les Yashica et inversement. Donc ce qui fait que vous pouvez mettre du Carl Zeiss par exemple, tout ce qui est planar, distagon. Vous pouvez le mettre sur le boîtier et vous avez des objectifs de top qualité. Attention néanmoins au gainage sur ces appareils. Ce gainage qui s'effrite, alors bon c'est assez étonnant. Le gainage en fait s'effrite et ça fait une sorte de moquette après. C'est tout doux, c'est tout à fait sympa. Mais bon voilà, si vous voulez avoir un appareil en bon état, il faut le changer. C'est pas tout à fait, c'est pas toujours agréable de le faire. On revient chez Nikon avec le Nikon EM. Le Nikon EM, il est encore une fois en priorité diaphragme. Choisissez le diaphragme, il choisit la vitesse tout seul. Objectif en monture Nikon F, donc pareil vous avez pas mal de gamme d'objectifs de disponibles. C'est fiable, quand ça fonctionne bien, il n'y aura pas de soucis pendant des années. Équipé d'un stigmomètre bien sûr. C'est un petit boîtier, il est léger, il est agréable à utiliser. Le Nikon EM, c'est oui. On va du côté de chez Pentax avec toute la série des Pentax ME. Alors Pentax ME Super ça va être compliqué de le trouver en dessous de 100 €. Mais le Pentax ME c'est un des boîtiers les plus petits chez les réflexes argentiques en termes de largeur. Vraiment il est tout à fait très fin, agréable à utiliser. Vous lui mettez un petit 40 mm f2, ça se glisse dans la poche, tout à fait commode. Donc Pentax ME, oui, ça fonctionne en priorité diaphragme. Le viseur clair et agréable, stigmomètre, c'est fiable, pas de souci de mousse en général. Donc Pentax ME c'est oui, en plus équipé d'une monture Pentax K. Donc pareil, plein d'objectifs de disponibles. Pentax ME c'est oui. Là on est de retour chez Minolta avec
mon boîtier préféré, enfin mon boîtier préféré, pas celui-là parce qu'il est au-dessus de 100 euros, mais ma gamme d'appareils réflexes préférés, la gamme des Minolta X. Bon, ici c'est le X700, bien sûr c'est mon appareil personnel, mais qui sera un petit peu au-dessus de 100 euros celui-ci. Mais en dessous de 100 euros, on a là donc ses cousins, ses frères, les Minolta X300, X300S et X500. Ils ont grosso modo tous les mêmes fonctionnements, tous les mêmes modes de prise de vue. Il y aura juste le X300S qui sera un peu moins, enfin en fait qui est plus en plastique que les autres. C'est uniquement au niveau de la qualité de construction que ça va changer. Mais pourquoi c'est mes appareils préférés? Parce que déjà, priorité diaphragme, ça vous le savez, que c'est mon truc préféré. Priorité diaphragme, stigmomètre, les viseurs sont d'une clarté, même en conditions de basse lumière, c'est clair et agréable. On peut faire une mise au point précise dans toutes les conditions, c'est la folie. En plus, c'est fiable, c'est fiable. Quelques soucis de condensateur parfois qu'il faut changer, mais bon, chez un réparateur, ça coûte pas très cher. Au niveau des objectifs, monture Minolta MD, donc encore une fois, plein d'objectifs de qualité, y compris les records, bien sûr, les Minolta records qui sont de très haute qualité. Donc les Minolta X, c'est oui, et c'est même un double oui, c'est le meilleur choix, le meilleur rapport qualité-prix selon platifphoto.com. C'est bon pour vous? Pourquoi ça sonne là? Putain, terrible ça. Avant de finir, je vous rappelle qu'il faut aller s'abonner bien évidemment au compte Instagram Platifphoto. Pourquoi? Alors parce que déjà il y a des photos de qualité d'appareil, donc pour du camera porn, très intéressant. Mais également pour être mis au courant, en avant-première, les appareils qui seront disponibles sur la boutique. Quand il y a des nouveaux appareils, je les mets en story. Vous pouvez être les premiers à aller les acheter pour ne pas les rater. Et trouver votre prochaine perle rare, bien sûr. On finit donc par le Pentax Spotmatic. Spotmatic SP, SP500, SP1000, SPF qui est le dernier. SPF, ce sera un peu compliqué de le trouver en dessous de 100 euros. Mais sur ces boîtiers-là, donc on est en monture M42 encore une fois. Gamme d'objectifs très intéressante. Cellule intégrée qui est fiable. Vitesse mécanique, vitesse lente et vitesse élevée mécanique. Souvent des retardateurs en plus selon les versions. Pas de stigmomètre, c'est un peu son petit défaut. Mais il y a des microprismes, donc pourquoi pas. Seul truc un peu chiant, qu'il utilise une pile pas très commune, mais trouvable en lot pour pas cher sur internet. Donc le Spotmatic, c'est oui et c'est même un double oui. C'est tout pour cette vidéo, en espérant que ça vous ait plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des boîtiers qui vous ont manqué dans ce top, où vous vous dites mais pourquoi il n'a pas mis ce boîtier en numéro 1, pourquoi ça? N'hésitez pas à me dire. Et puis dites-moi si ça vous a plu, puis je ferai peut-être des formats similaires avec pourquoi pas des moyens formats, des formats chambre comme ça, avec des tops comme ça. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil sur le site platifphoto.com et puis d'acheter un maximum de choses. Voilà, merci. Comme ça, je pourrais m'acheter un micro sans fil en fait. Acheter un boîtier, achetez-moi le petit Fuji là, comme ça. Puis je m'achète un micro sans fil. D'accord? Merci. Salut.